Le 15 juin, les médias de la cellule d'Afrique de l'Élysée, RFI et France 24 ont cru tendre un piège à Ousmane Sonko, le président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Ils espéraient d'ailleurs du buzz, des règlements de compte ou de la soumission face au FMI qui arrive d'ailleurs à Dakar au Sénégal. Mais ils sont repartis avec une fessée géopolitique en direct. Et nous pensions qu'il y avait possibilité d'avoir un accord en ce moment avec le FMI qui semble apparemment a d'autres préoccupations que celle d'encadrer et d'aider un pays qui est dans cette situation dont nous ne sommes pas responsables, nous. Nous acceptons maintenant que l'État, c'est la continuité. Partant, je considère aujourd'hui que nous pouvons apprécier au fur et à mesure les développements. Entre-temps, il y a eu la crise dans le Golfe qui est venue s'ajouter à la crise de la dette que nous connaissions déjà. En tant que Premier ministre sortant, je sais que nous vivons une tension assez particulière. Nous apprécierons, comme je l'ai dit dans l'absolu, nous ne sommes pas là pour faire de l'entrave, mais si une solution devait être prise qui ne va pas dans le sens de l'intérêt du Sénégal, qui sacrifie nos options de changement systémique et structurel à l'autel de ratios à court terme, nous ne l'accepterons pas et ce qui relève du pouvoir de l'Assemblée nationale, nous l'utiliserons pour dire non. Fin du game. Pour ceux qui attendaient le chaos, Ousmane Sonko leur a opposé la maturité panafricaine. Paris espérait voir le Sénégal s'effondrer dans une guerre d'ego entre Ousmane Sonko et le nouveau gouvernement. Eh bien, c'est raté. Il a rappelé que l'Assemblée nationale n'est pas là pour entraver l'action de l'exécutif, mais qu'elle reste la vigie. Et sa définition de la politique moderne devrait être enseignée d'ailleurs dans toutes nos universités. Le Sénégal est un pays souverain. Il n'a pas à se justifier des lois qu'il prend, ni devant l'Occident, ni devant personne. La France a pris des lois que le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a considérées comme étant attentatoires aux droits humains, notamment sur le hijab, sur les mineurs. Vous ne nous avez pas entendu nous prononcer, ni notre presse. Nous attendons la même courtoisie, le même respect de la France et de l'Occident. Nous sommes dans un pays qui a ses croyances religieuses, ses convictions culturelles, qui est un pays souverain, qui légifère souverainement sur ce qu'elle considère être rejeté par sa société. Et je pense que ça ne doit pas faire l'objet de débat. La situation du pays exige de chacun d'entre nous beaucoup de retenue, beaucoup de sagesse pour mettre en avant exclusivement les intérêts du pays. Après, nous sommes dans une démocratie. La Constitution a donné des pouvoirs à chacune des institutions. Le gouvernement, de par la Constitution, l'exécutif, de par la Constitution, définit la politique de la nation et l'exécute par son gouvernement. L'Assemblée nationale vote seule la loi. Elle contrôle l'action du gouvernement et elle s'assure de la bonne exécution des politiques publiques. C'est des attributions qui sont très claires. Chacun peut dérouler sa part. Nous n'avons pas forcément besoin d'ailleurs d'être de grands amis. Pour que ça marche, il faut que chacun respecte les règles et le reste, ça ira. Eh bien voilà, c'est la fin des républiques bananières où tout se décidait autour d'un coup de fil de Macron. Les institutions bossent, les hommes s'effacent. Mais là où le leader du PASTEF a sorti le scalpel, c'est quand ces journalistes ont voulu l'amener sur le terrain du football. Le Sénégal, d'ailleurs, affronte la France pour la Coupe du Monde 2026. On lui demande un pronostic pensant l'avoir par les sentiments. Il commence par sourire et lance calmement. Je pense que le Sénégal va gagner. Je le souhaite en tout cas comme tous les Sénégalais. Et dans tous les cas, ce n'est qu'un match de football. Mais pour avoir une lecture politique de ce match, quel que soit le vainqueur, c'est l'Afrique qui aura battu l'Afrique. Et ça me ramène à une des questions dans les relations entre la France et le... C'est pas une question, mais c'est une réflexion dans les relations entre la France et l'Afrique. Rien qu'à voir la configuration de l'équipe nationale française nous ramène à comprendre où se trouve le besoin en réalité. Et le message que je lance toujours aux Africains, c'est que si on sait connaître notre valeur et l'assumer, nous avons la ressource naturelle, nous avons la ressource humaine avec une démographie assez galopante, une population essentiellement jeune. Nous avons le positionnement. Si nous savons reconnaître notre propre valeur,
pense que l'échelle des besoins ne se situe pas là où on pense. Et ça ramènera le débat sur l'immigration, ça ramènera le débat sur tout un tas de problématiques qui peuvent exister entre l'Occident de manière générale et l'Afrique. C'est l'Europe qui est sous perfusion africaine. Nous leur donnons notre uranium, notre or, nos richesses et nous leur donnons aussi nos cerveaux et nos champions pour faire briller leur drapeau. Le besoin est chez eux, la richesse est chez nous. En 2002, à Séoul, les Lions de la Teranga avaient terrassé les Bleus sur un score de 1-0. Retenez la leçon politique de cette interview. L'Afrique doit passer d'un état de dépendance à une position de puissance consciente d'elle-même. Quand nous arrêtons de négocier à genoux, le monde cessera de nous regarder comme des mendiants. Merci d'ailleurs de laisser vos avis en commentaire et à bientôt pour un autre numéro sur Panorama Papers.